Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Vendus par leur belle-mère à un sans-abri, Elina et Luna, deux jumelles orphelines, croyaient avoir tout perdu. Mais l'homme qui les recueille cache un secret. Il est un milliardaire disparu, et leur oncle. Ce geste d'abandon devient le point de départ d'une histoire bouleversante, où les liens du sang se confrontent à ceux du cœur, et où les secrets de famille ressurgissent pour mettre à l'épreuve l'amour entre deux sœurs. Car au-delà des trahisons, du danger et des révélations, une seule chose triomphera. Le choix de rester unis. Deux petites ombres dans la pluie. La pluie martelait les vitres sales de la vieille maison. Dans un coin du grenier, deux fillettes aux yeux cernés se serraient l'une contre l'autre sous une couverture trouée. L'aînée, Elina, murmurait une berceuse à voix basse pour apaiser sa sœur, Luna, qui grelottait. Leur mère était morte depuis 6 mois dans un accident de voiture. Leur père, militaire disparu en mission depuis 2 ans, était présumé mort. La justice avait confié la garde des jumelles à leur belle-mère, Claire, une femme froide, avide et dure. Elle ne voyait dans les enfants que des bouches à nourrir, des obstacles à ses projets personnels. Depuis l'enterrement, Claire avait progressivement relégué les jumelles au grenier, leur interdisant de descendre quand il y avait des invités. Elle vendait leurs vêtements, leurs jouets, jusqu'aux livres de contes que leur mère leur lisait. Mais ce jour-là, un événement changea tout. Claire ouvrit la porte du grenier d'un coup sec. Son regard était plus glacial encore que d'habitude. « Habillez-vous. Vous sortez. » Les deux filles, à peine âgées de 8 ans, s'exécutèrent en silence. En bas, une voiture les attendait. À l'intérieur, un homme à la barbe longue, vêtu de haillons, les observait avec des yeux fatigués, mais étrangement doux. Claire tendit une enveloppe à l'homme sans dire un mot. Il hocha la tête. « Elles sont à vous, » murmura-t-elle. Puis elle monta dans la voiture et disparut. Elina serra la main de Luna. « Tu crois que c'est notre nouveau papa ?» chuchota Luna. L'homme se pencha, un léger sourire aux lèvres. « Je suis juste un ami, pour l'instant. Appelez-moi Léon. » Il leur tendit une main abîmée par le froid. Les deux fillettes hésitèrent, puis le suivirent sous la pluie battante, sans savoir que leur vie venait de basculer, ni que ce mystérieux sans-abri cachait un passé que personne n'aurait pu deviner. L'homme aux chaussures trouées. La pluie s'était apaisée, mais le vent restait mordant. Léon marchait lentement, tenant une fillette de chaque côté. Il avait refusé de prendre un bus ou un taxi, malgré les regards méprisants qu'on lui lançait en croisant sa silhouette dépenaillée et les jumelles trempées. Ils finirent par s'arrêter devant un abri de fortune, sous un vieux pont près des rives de la ville. Un vieux matelas, des boîtes de conserve rouillées, quelques couvertures usées. Rien qu'un taudis. « C'est ici qu'on va vivre ?» demanda Elina, la voix tremblante. Léon soupira. Il s'accroupit, mettant ses mains sur les épaules des fillettes. « Non, mes petites. Vous n'allez pas vivre ici. Ce n'est que pour une nuit. Je dois d'abord m'assurer que personne ne nous suit. » Il les fit asseoir, alluma une bougie, et sortit une boîte de chocolat chaud instantané, un luxe, ici. Il en prépara pour chacune, avant de leur tendre 2 petits gâteaux secs. « Pourquoi Claire vous a-t-elle vendu ?» murmura-t-il. Elina baissa les yeux. Elle disait qu'on lui coûtait trop cher. Qu'on servait à rien. Elle a même dit qu'on portait malheur. Léon hocha la tête, ses yeux assombris. Il avait entendu ce genre de mots toute sa vie. Mais cette nuit-là, quand les filles s'endormirent blotties contre lui, Léon se leva. Il sortit un vieux téléphone portable qu'il gardait caché dans une semelle creuse de sa chaussure. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 6 ans. « C'est moi », dit-il d'une voix grave. Un silence, puis une voix paniquée à l'autre bout. « Monsieur de Clermont ? C'est impossible. Où êtes-vous ? On vous croyait mort. J'ai été absent, volontairement. Mais il est temps que je rentre. Et, les héritiers ? La société ? Vos biens ? On en parlera plus tard. D'abord, je dois protéger 2 petites filles. Envoyez-moi une voiture. Pas de journaliste. Pas de sécurité privée. Discret. » Il raccrocha, essuya une larme discrète sur sa joue, et regarda les jumelles dormir. « Vous ne le savez pas encore, » murmura-t-il, « mais vous venez d'entrer dans un monde que votre belle-mère ne pourra jamais approcher. Et moi, je viens peut-être de retrouver une raison de vivre.
L'héritier perdu. Une berline noire aux vitres teintées glissa silencieusement sous le pont au petit matin. Un chauffeur en costume sombre en sortit, contourna le véhicule, et s'inclina devant Léon. « Monsieur de Clermont. Votre domaine est prêt. » Léon, toujours vêtu de ses vêtements de vagabond, hocha la tête sans un mot. Il s'approcha des fillettes encore endormies, s'agenouilla doucement et murmura. « Il est temps, mes trésors. » Les jumelles se réveillèrent en sursaut, confuses. Le pont, la voiture, l'homme en costume, tout semblait irréel. « Où on va ?» demanda timidement Luna. « Chez moi », répondit Léon. Mais ce que les filles ignoraient encore, c'est que chez lui n'était pas un simple appartement, mais un manoir. Le domaine de Clermont se trouvait à l'écart de la ville, caché derrière des collines boisées. Une grille de fer forgé s'ouvrit lentement à leur arrivée. Des domestiques en file les attendaient sous la pluie, abasourdis. « Il est vraiment vivant », chuchota l'un. « Et ces deux petites ?» demanda un autre. « Il dit qu'elles sont sous sa protection. » On n'en sait pas plus. Dans le salon principal, Elina et Luna n'en revenaient pas. Des lustres en cristal, des tapis rouges épais, une cheminée immense. Tout était propre, chaud, accueillant. Léon s'était éclipsé un moment, puis revint, vêtu d'un costume impeccable. Le sans-abri avait disparu. Il était redevenu Léon de Clermont, l'homme d'affaires mystérieux, ancien philanthrope, disparu après la mort tragique de sa femme enceinte, 6 ans plus tôt. Devant les jumelles, il s'agenouilla. « J'ai besoin d'être honnête avec vous, dit-il. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas fou. Mais j'ai connu une peine si immense que j'ai fui le monde. » Il sortit une photo de sa poche, une femme enceinte aux yeux doux, qui ressemblait étrangement à leur mère. Elle s'appelait Sarah. Elle est morte avec notre bébé. J'ai tout quitté, jusqu'au jour où j'ai vu vos visages. Elina serra la main de Luna. « Qu'est-ce que vous allez faire de nous ?» Il les regarda avec tendresse. « Je vais vous aimer. Vous protéger. Et surtout, je vais vous rendre justice. » Quelques heures plus tard, dans une villa modeste en périphérie, Claire savourait un verre de vin. Elle comptait l'argent que lui avait donné le clochard, pour les filles. « Assez pour me tirer d'ici. Je n'aurai plus jamais à les entendre pleurnicher, marmonnata-t-elle. Mais elle ignorait que des avocats étaient déjà en route, et que le nom de Léon de Clermont allait bientôt faire trembler la ville tout entière. La lettre oubliée. Dans le grand manoir des Clermont, la vie avait changé du tout au tout pour Elina et Luna. Elles portaient désormais des robes propres, mangeaient à leur faim, et dormaient dans des lits moelleux. Mais derrière leur sourire timide, une question restait. Pourquoi nous ? Pourquoi cet homme riche nous a-t-il choisis ? Ce matin-là, en explorant une bibliothèque immense du manoir, Elina ouvrit un tiroir ancien et découvrit une enveloppe jaune, froissée, marquée d'un nom écrit à la main. À remettre à Elina et Luna. De la part de leur maman. Elle courut chercher sa sœur. Ensemble, tremblantes, elles ouvrirent la lettre. « Mes chéris, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus là. Je vous aime de tout mon cœur. Il y a une chose que je dois vous dire, que je ne pouvais pas vous confier quand vous étiez trop petite. J'ai été adoptée. Ma famille biologique est la famille Clermont. Oui, celle du célèbre Léon de Clermont. C'est mon demi-frère. On s'est perdu de vue, mais il est quelque part, là dehors. Il est bon. Il saura vous protéger, s'il apprend qui vous êtes. Ne perdez jamais foi en l'amour. Votre maman, Clara. » Les fillettes se regardèrent, bouleversées. « Alors, Léon est notre oncle ?» murmura Luna. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Claire reçut une enveloppe bien différente. Elle la décacheta en renversant son café, et lut avec incrédulité. Convocation judiciaire. Madame Claire Desroches. Vous êtes accusée de vente illégale de mineurs, mise en danger de la vie d'enfant, fraude sur succession, et abus de faiblesse. Vous êtes attendue au tribunal le 15 juillet à 9 heures. Elle faillit s'évanouir. Elle alluma son téléphone pour tenter de joindre Léon, mais ne retrouva ni son numéro, ni ses messages. Il avait tout effacé. Puis elle chercha sur Internet son nom complet, Léon de Clermont, et tomba sur un article. Le retour de l'héritier disparu. Après 6 ans de silence, Léon de Clermont, ex-PDG du groupe Phoenix, refait surface. Des rumeurs parlent d'un retour motivé par une affaire familiale et judiciaire. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mon Dieu, je l'ai vendu des enfants, aux frères de leur mère ? Ce soir-là, Léon entra dans la chambre des filles.
Il trouva la lettre ouverte, posée sur leur lit. « Vous avez découvert la vérité, murmura-t-il. Elina s'avança. « Vous êtes notre oncle ?» Léon s'agenouilla, les yeux embués. « Oui. Et je vous le promets, jamais plus personne ne vous fera de mal. » La guerre venait de commencer. Claire pensait avoir tourné la page, mais elle avait réveillé un homme puissant, blessé, et prêt à tout pour venger le sang de sa sœur. Le masque tombe. Le tribunal était plein à craquer. La presse avait eu vent de l'affaire. 2 orphelines vendues, le retour du milliardaire disparu. Les journalistes se pressaient contre les barrières, hurlant des questions. À l'intérieur, Léon de Clermont se tenait droit, sobre, vêtu d'un costume sombre. À ses côtés, Elina et Luna, protégées par un avocat de renom. De l'autre côté, Claire, livide, tremblait. Elle n'était plus la femme sûre d'elle que les voisins décrivaient. Elle évitait les regards, surtout celui des jumelles. Le juge entra. Le silence tomba. « Nous allons entendre les éléments de preuve concernant l'abandon et la vente illégale de mineurs, par Madame Claire Desroches, commença le juge. Léon se leva. « J'aimerais faire une déclaration. » Il tendit un dossier au greffier. « Voici un enregistrement audio, capté le soir de la vente, depuis une montre audio dissimulée. Et une vidéo de surveillance. » Le son résonna dans la salle. « Claire, prenez-les. Faites-en ce que vous voulez, du moment que je ne les revois plus. » La vidéo projetait Claire tendant l'enveloppe d'argent à Léon, dans la rue. Les murmures dans la salle se firent plus bruyants. Mais ce n'était pas tout. Léon se tourna vers le juge. « Votre honneur, cette femme n'a pas agi seule. Il y a quelqu'un d'autre. » Un frisson parcourut la salle. Claire se raidit. « Il s'agit de maître Henri Valcourt, l'ancien notaire de ma sœur, » déclara Léon. La porte s'ouvrit. 2 policiers firent entrer un homme en costume, menotté. Il baissait la tête, honteux. « Ce notaire a falsifié le testament de ma sœur, » poursuivit Léon. Il avait promis à Claire une part de l'héritage si elle se débarrassait des enfants. La bombe explosa dans la salle d'audience. Claire se leva brusquement. « C'est faux. C'est lui qui m'a convaincue. Il m'a dit qu'elle n'avait aucun avenir, que leur père était mort, que... » « Assez !» coupa le juge. Silence dans la salle. À la sortie du tribunal, le vent soufflait fort. Léon s'agenouilla devant les jumelles. « Vous avez été courageuse. Et juste. » Luna demanda doucement. « Elle va aller en prison ? » « Oui. Et personne ne pourra plus jamais vous vendre, vous abandonner, ni vous blesser. » Les filles hochèrent la tête. Mais dans le regard d'Elina, une autre question brillait. « Et notre père ? Il est vraiment mort ?» Léon resta silencieux. Longtemps. Je ne suis pas sûr. Le silence de la jungle. 2 semaines après le procès, Claire avait été condamnée à 12 ans de prison ferme. Le notaire complice, maître Valcourt, écopa de 8 ans, et l'héritage des jumelles fut entièrement rétabli. Mais un nom revenait dans les rêves des filles. Leur père. Capitaine Mathieu Garnier, porté disparu au Congo il y a 2 ans, lors d'une mission humanitaire protégée par l'armée. Un soir, Elina entra dans le bureau de Léon, les poings serrés. « Vous saviez quelque chose, l'autre jour. Vous n'avez rien dit. » Léon resta immobile. « Je n'ai pas voulu vous donner de faux espoirs. Mais tu as raison. Je dois vous dire ce que je sais. » Il se leva, marcha lentement jusqu'à une étagère, et en sortit un dossier classé confidentiel. « Il y a 6 mois, j'ai reçu un message étrange sur une ligne sécurisée. Un message codé. Je l'ai ignoré, jusqu'à ce que je rencontre vos yeux. » Il tendit une photo aux jumelles, un homme amaigri, sale, mais reconnaissable. Les larmes montèrent instantanément dans leurs yeux. Papa, ce cliché a été pris il y a 3 mois, dans une région rebelle du Congo. Des trafiquants auraient capturé des travailleurs humanitaires. La plupart ont été libérés, sauf un Français, sans identité claire, blessé, silencieux. Il ne parlait à personne, sauf pour dire 2 prénoms, Elina et Luna. Le lendemain, Léon prenait un jet privé. Il refusait de laisser cette histoire inachevée. « Je pars pour l'Afrique », annonça-t-il à ses nièces. « Si votre père est vivant, je le ramènerai. Je vous le promets. » Il laissa les filles sous la garde de ses associés, dans le domaine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un d'autre les surveillait aussi. À des milliers de kilomètres, au cœur d'un camp de fortune, un homme barbu, attaché à une chaise, ouvrit lentement les yeux.
Un soldat entra dans la tente. Le Français. Il parle encore de ses filles. Un autre murmura. C'est lui, le capitaine Garnier. Il était censé être mort. S'il s'échappe, on est fini. Mais l'homme ne semblait pas faible. Il serrait les dents. Il attendait. Quelqu'un viendrait. Pendant ce temps, au manoir, Elina trouvait un colis devant la porte. Aucun expéditeur. Elle l'ouvrit avec Luna. À l'intérieur, un jouet cassé, leur ancien doudou, celui qu'elle croyait perdu depuis le grenier de Claire. Et un mot glissé entre les coutures. Je sais où vous êtes. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Les yeux d'Elina s'élargirent. C'est Claire? Mais Claire était en prison. Alors qui pouvait les menacer? Les yeux dans la brume. La chaleur moite d'Afrique collait à la peau. Léon marchait à travers la jungle congolaise, guidé par un ancien contact militaire, le capitaine Ndala, silencieux et méfiant. Le camp que vous cherchez est dirigé par un ancien seigneur de guerre. Il échange des prisonniers contre des armes, ou du silence, dit-il. Et vous êtes sûr qu'un homme blanc est retenu là? Demanda Léon. Ndala acquiesça. Depuis 1 an. Il ne parle presque jamais, mais quand il voit un hélicoptère, il lève les bras et crie 2 prénoms. Toujours les mêmes. Léon murmura. Elina et Luna. Ils avancèrent jusqu'au sommet d'une crête. En contrebas, un petit camp armé, gardé par des hommes en treillis. Dans un coin, sous une bâche, une silhouette était attachée, c'était lui. Pendant ce temps, au manoir Clermont, les jumelles recevaient de plus en plus de signes inquiétants. Une photo d'elle prise à travers les grilles du jardin. Une berceuse que leur mère leur chantait, jouée en boucle sur un vieux téléphone, glissée sous leur oreiller. Un miroir brisé dans leur salle de bain, avec les mots « La famille, c'est une faiblesse ». Luna pleurait presque chaque nuit. C'est clair, c'est obligé. Elle est sortie. Mais Elina était plus lucide. Non. Quelqu'un d'autre l'aide, ou pire, la remplace. Elles se confièrent à la gouvernante, une femme sévère mais bienveillante. Celle-ci appela immédiatement Léon. Mais il ne répondit pas. Le téléphone était hors réseau. En Afrique, la nuit était tombée. Léon et Ndala préparaient leur approche. Mais soudain, un bruit. Une détonation. Puis une voix glaciale dans l'obscurité. Monsieur de Clermont. Vous êtes plus tenace que je le pensais. Léon leva les mains. Une silhouette sortit de l'ombre, vêtue de noir, le visage couvert. Elle tenait une arme. Qui êtes-vous? Demanda Léon. Appelez-moi, le fidèle. Que me voulez-vous? Ce n'est pas vous que je veux. C'est ce que vous protégez. Les filles. Elles ne devraient pas exister. Elles ont été conçues pour prendre ce qui me revenait. Vous êtes fou. Non, répondit la voix. Je suis le vrai héritier. Et j'ai attendu 20 ans pour ça. Léon comprit, d'un coup. Vous êtes le fils caché de mon père. Un rire rauque résonna. Enfin. Tu comprends. Et cette fois, c'est toi qu'on va faire disparaître. Dans le camp, pendant ce temps, une silhouette se redressait. Le capitaine Mathieu Garnier. Il avait vu le tumulte. Il savait. Quelqu'un venait pour lui. Et ce n'était pas un ennemi. C'était la famille. Le frère de l'ombre. Le feu crépitait au centre du camp, projetant des ombres menaçantes sur les visages des gardes armés. Attaché à un poteau, Mathieu Garnier gardait la tête haute. Même affaibli, il écoutait. Il avait entendu ce nom. Le fidèle. Un nom qu'il avait vu sur une lettre autrefois, entre les mains d'un officier corrompu. Un fantôme qui rôdait autour de Clara, sa défunte femme, avant sa disparition. Il serait dit. Léon, murmura-t-il. Ne t'approche pas de lui. Non loin de là, Léon était plaqué au sol, sa tête cognant la terre. Le fidèle le dominait, arme en main, sourire glacial. Tu n'étais qu'un fils parfait aux yeux de notre père. L'héritier public. Moi, j'étais l'enfant honteux, celui qu'il a eu avec une servante. Caché. Réduit au silence. Il ne t'a jamais reconnu, dit Léon. Non. Mais aujourd'hui, j'ai ton empire. Tes secrets. Et bientôt, tes nièces. Léon serra les dents. Tu ne les approcheras jamais. Le fidèle tourna l'arme, mais soudain, une détonation. Un cri. Il tituba, touché à l'épaule. C'était Ndala, posté dans un arbre. Recule ou la prochaine, c'est le cœur. Dans la confusion, Léon roula sur le côté,
attrapa un bâton de fer, et assomma un garde. Il hurla. Allez chercher le prisonnier. Garnier. Libérez-le. Le camp s'embrasa dans le chaos. Les gardes tiraient dans tous les sens. Des ombres se mêlaient dans la fumée. Dans une tente au fond du camp, 2 hommes mirent la main sur Garnier. On t'a enfin retrouvé, capitaine, souffla l'un. Mathieu ouvrit les yeux. Qui êtes-vous? Des amis de Léon. Vos filles vous attendent. Un silence. Puis une larme roula sur sa joue. Elles sont en vie? Plus que jamais. Et elles vous croient mort. Pendant ce temps, en France, Elina fouillait le bureau de Léon, inquiète. Elle finit par tomber sur un classeur caché dans un double fond. À l'intérieur, des courriers anciens entre son grand-père, père de Léon, et une femme appelée Rosalie M. Une lettre attira son attention. Notre fils doit rester dans l'ombre. Il n'a pas le droit de porter le nom Clermont. Je vous paierai pour son silence. Mais jamais il ne doit s'approcher de ma famille légitime. Jamais. Elina comprit. Il a un frère caché, un demi-frère. Et il nous déteste pour un passé qu'on ne connaissait même pas. À l'aube, Léon et Ndala réussirent à s'enfuir du camp avec Mathieu blessé. Un hélicoptère les récupéra en urgence. Dans ses bras, Léon tenait un téléphone. Il le tendit à Garnier. Parlez-leur. Dites-leur que vous êtes vivant. Mathieu prit une grande inspiration. Composa le numéro que Léon lui dicta. Au manoir, le téléphone sonna. Luna décrocha. Allô? Un silence puis une voix, tremblante. Ma chérie, c'est papa. Les vérités que l'on enterre. Lorsque Mathieu Garnier mit enfin un pied sur le sol français, les flashs crépitèrent. Mais Léon avait tout prévu. L'armée bloqua les journalistes et le retour fut discret. Il restait encore trop d'ombre à éclaircir. Les filles attendaient dans le salon du manoir. Lorsqu'elles virent leur père entrer, amaigri, balafré mais vivant, le monde s'arrêta. Papa? Souffla Elina. Il tomba à genoux, et elles se jetèrent sur lui. Les larmes coulèrent sans bruit. Il les serra fort. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Luna sanglotait. Tu es revenu. Tu es là. Tu nous as pas oubliés. Jamais, murmura-t-il. Pas une seule seconde. Ce soir-là, autour de la cheminée, Mathieu raconta tout. La mission humanitaire avait été piégée. On croyait aider un village, mais c'était une façade. Un trafic d'enfants couvait derrière. J'ai tenté d'intervenir. On m'a capturé. Torturé. Et là-bas, dans une cellule, un homme est venu me parler. Il disait être de ma famille. Il connaissait Clara. Il m'a dit qu'elle était morte, et que mes filles m'avaient oublié. C'était le fidèle, dit Léon à voix basse. Il t'a brisé, pour mieux se venger. Mathieu hocha la tête. Oui. Mais il ignorait une chose. Je connaissais Clara mieux que lui. Et je savais qu'elle n'aurait jamais laissé ses filles à cette femme, Claire. Je savais qu'un jour, quelqu'un les retrouverait. Il regarda Léon. Merci. Mais cette nuit-là, alors que tout semblait enfin s'apaiser, Elina fit un rêve étrange. Elle vit sa mère, assise sur un banc de pierre, dans un jardin. Clara lui tendait une enveloppe. Le matin venu, troublée, Elina alla dans l'ancien bureau de sa mère, laissé intact dans une aile du manoir. Là, sous une planche disjointe, elle trouva une boîte en bois. À l'intérieur, une photo, un médaillon, et un journal intime. Elle l'ouvrit. 21 janvier, il est revenu. Il dit être le fils caché de mon père. Il prétend vouloir réparer les erreurs. Mais je n'ai pas confiance. Je sens qu'il me hait. 2 février, j'ai peur. J'ai caché certains documents. Si quelque chose m'arrive, Léon doit savoir. Il n'était pas le seul héritier. Mon père a eu un autre enfant, mais pas seulement un. Elina sentit son cœur s'arrêter. Pas seulement un. Le soir venu, elle montra le journal à Léon. Il blêmit. Il y aurait 2 héritiers cachés? Il se leva brusquement. Le fidèle n'était peut-être que la moitié du problème. Et au même moment, dans une cellule secrète, quelque part dans un sous-sol qu'aucun plan n'indiquait, une femme marchait dans l'ombre. Une infirmière entra. Que devons-nous faire d'elle? Une voix glaciale répondit. Laissez-la vivante. Pour l'instant. Elle est bien plus utile qu'on ne le pensait. On distingua alors un visage fatigué. Claire. Elle sourit. Je vous l'avais dit.
La famille Clermont n'a pas fini de souffrir. Une sœur dans le brouillard. Depuis la lecture du journal de leur mère, un silence lourd planait sur le manoir. 2 héritiers cachés? Cela semblait impossible, mais les preuves s'accumulaient. Léon avait lancé une enquête discrète auprès d'anciens domestiques de son père. Des noms refaisaient surface. Des dates s'alignaient. Pendant ce temps, Elina devenait de plus en plus préoccupée. Mais ce que personne ne voyait, c'était Luna. Depuis le retour de leur père, elle se sentait invisible. Moins écoutée. Moins forte qu'Elina. Elle s'isolait. Et c'est dans cet état de solitude que quelqu'un l'approcha. Une lettre arriva un matin dans une enveloppe rose, parfumée. Petite Luna, je sais que tu te sens oubliée. Ta mère t'aimait plus que tu ne l'imagines. Elle m'avait confié un secret. Si tu veux le découvrir, viens seule à l'endroit où elle te lisait ses histoires, dans l'ancien jardin, à minuit. Ne dis rien à ta sœur. Luna reconnut l'écriture. C'était celle de sa mère. Elle en était sûre. Elle ne dit rien. Elle garda le silence toute la journée. À minuit, la brume tombait sur les jardins. Luna sortit en cachette, pieds nus, enveloppée dans un châle. Elle traversa le domaine jusqu'au vieux banc en pierre. Là où Clara leur lisait des contes quand elle avait 4 ans. Une silhouette l'attendait. « Tu es venue. » Comme prévu, murmura une voix féminine. « Maman ?» chuchota Luna, la gorge serrée. La silhouette avança, mais ce n'était pas sa mère. C'était une femme plus jeune, le regard perçant. « Non. Mais je suis celle qui l'a vraiment connue. Et je sais, ce qu'elle ne t'a jamais dit. » Luna recula. « Tu n'as rien à craindre. Je m'appelle Maëlys. Et je suis ta tante. » Pendant ce temps, Elina, inquiète de ne pas voir sa sœur dans sa chambre, découvrit la lettre sur l'oreiller. Le sang se glaça dans ses veines. Elle courut réveiller leur père et Léon. Elle est partie seule. Elle a cru que c'était maman. Léon se figea. Ce n'est pas Clara. C'est une imitation. Ce n'est pas un jeu. Dans les jardins, Maëlys continuait. Tu n'étais pas censée exister, Luna. Pas selon certains membres de la famille. Tu as été protégée par un mensonge. Tu es la descendante d'un sang que certains veulent effacer. Pourquoi moi? Demanda Luna, la gorge nouée. Parce que toi seul portes l'héritage complet. Le deuxième héritier n'est pas un homme. C'est toi. Un craquement dans les feuillages. Un bruit de pas. Maëlys se retourna. On nous a suivis. Il est trop tôt. Elle attrapa Luna par le bras. Tu dois venir. Maintenant. Mais une voix surgit. Ne bouge plus. Léon, suivi de Mathieu et d'Elina, sortit de l'ombre, arme à la main. Lâche la petite. Maëlys recula. Je n'ai rien contre elle. Au contraire. Elle est la clé. Mais vous l'avez enfermée dans l'ombre de sa sœur. Ce n'est pas vrai, cria Elina. Elle est tout pour moi. Maëlys sourit. Alors prouve-le. Et elle disparut dans les buissons, comme un fantôme. Plus tard, de retour au manoir, Luna se pelotonna contre sa sœur. Elle a dit que j'étais un héritage, mais je veux pas. Je veux juste rester avec toi. Elina lui prit la main. On affrontera tout ensemble. Même les fantômes du sang. Mais quelque part, dans une pièce au mur de pierre, Maëlys retrouvait Claire. Elle a mordu à l'hameçon, dit-elle. Claire sourit, froide. Parfait. Qu'elles découvrent leur vrai sang. Et alors, qu'elles se brisent l'une contre l'autre. Le sang ne ment jamais. Le manoir vivait désormais sous tension. Depuis l'apparition de Maëlys, les regards avaient changé. Luna se taisait plus qu'avant, hésitait quand on l'appelait. Même son rire semblait emprunté. Léon, lui, fouillait les archives de la famille Clermont. Il avait découvert que Maëlys n'était pas un prénom inconnu. Une Rosalie Maëlys avait été employée de maison dans le domaine, 27 ans plus tôt. Et son enfant, déclaré sous portait le deuxième prénom de Clara, Luna. Un soir, Léon réunit toute la famille dans le grand salon. Il faut que vous sachiez la vérité. Luna, tu as le droit de l'entendre toi-même. Il déposa un document officiel sur la table. Un test génétique croisé, fait dans le plus grand secret. Toi et Elina êtes nés le même jour, mais pas de la même manière. Le silence. Vous êtes jumelles de mère, mais pas de père. Mathieu se figea. Qu'est-ce que tu dis? Clara a eu une liaison, avant de rencontrer Mathieu.
Un homme qu'elle a voulu fuir, quand elle a compris sa vraie nature. Luna est née de cet homme. Mais Clara vous a élevés comme des sœurs parfaites, inséparables. Elina se tourna lentement vers sa sœur. Tu es vraiment ma sœur, quand même, non? Luna hocha la tête, en larmes. Je le veux. Mais je comprends plus qui je suis. Plus tard dans la nuit, Luna sortit seule dans le jardin, le regard perdu dans les étoiles. Une silhouette l'attendait. Maëlys. Tu as découvert la vérité? Je suis le fruit d'un mensonge, murmura Luna. Non. Tu es l'héritière légitime d'une lignée qu'on a voulu effacer. Ton père était le frère caché de Léon. Tu es sa seule descendante. C'est toi qui portes le sang pur des Clermont, et eux le savent. C'est pour ça qu'ils veulent te garder, soumise. Le lendemain matin, Elina se réveilla, et ne trouva plus sa sœur dans son lit. Une fenêtre était ouverte. Et sur l'oreiller, un mot. Je dois savoir qui je suis. Je dois savoir si elle a raison. Elina courut alerter Léon. Il comprit tout de suite. Maëlys l'a prise. Ou pire, elle l'a convaincue de venir d'elle-même. Dans un ancien château isolé, Maëlys guidait Luna à travers des couloirs couverts de toiles. Ici, c'était la maison de ton grand-père biologique. Le frère bâtard de Léon. C'est ici qu'on t'attendait. Elles entrèrent dans une pièce centrale. Une immense fresque, rongée par le temps, représentait une jeune fille aux cheveux blonds, tenant une balance. « C'est moi » chuchota Luna. « Non » répondit Maëlys. « C'est elle, ta grand-mère. Celle qui avait juré vengeance contre la lignée de Léon. Et c'est toi, qui dois terminer ce qu'elle a commencé. » Pendant ce temps, Elina se préparait. Elle regarda son père. « Je vais la chercher. » Mathieu voulut protester, mais Léon l'arrêta. Elle est la seule qui peut la ramener. Parce qu'au fond, malgré le sang, malgré les secrets, elles ne sont pas que sœurs. Elles sont un seul cœur. Le serment des sœurs. Le vieux château semblait sorti d'un cauchemar. Chaque pierre suintait de rancunes anciennes. Des portraits effacés regardaient Luna passer avec un mélange de fierté et de tristesse. Maëlys la guida jusqu'à une salle circulaire, aux vitraux teintés de rouge. « Ici a été scellée la première trahison, dit-elle. Ton grand-père a été renié, déshérité, rayé des registres. Tout ce que possède Léon aurait dû lui revenir. » Elle tendit une clé à Luna. « Dans cette boîte se trouve l'acte qui annule l'héritage Clermont au profit de ta lignée. » Luna hésita. « Et Elina? Elle perdrait tout ?» Maëlys se pencha, douce mais perverse. « Elle gardera ton amour. » « Ce n'est pas assez ?» Luna baissa les yeux. Son cœur battait fort. Trop fort. Pendant ce temps, Elina approchait à cheval par les bois. Elle avait suivi les traces dans la boue. Sa gorge était nouée. Elle répétait mentalement ce qu'elle voulait dire. Mais aucun mot ne semblait suffisant. Elle entra dans le château au crépuscule, seule. Pas de Léon, pas de Mathieu. Juste elle et sa sœur. Elle trouva la salle. Et la vit. Luna, debout, la clé en main. Maëlys derrière, comme une ombre, un sourire glacé au coin des lèvres. « Tu es venue, » murmura Luna. « Toujours. Jusqu'à mon dernier souffle. » Un silence. Puis Maëlys parla. « Tu es courageuse, Elina. Mais tu n'as pas ta place ici. Cette maison n'est pas bâtie pour les enfants du mensonge. »« Et toi ?» dit Elina, sans reculer. « Tu vis dans la haine d'un passé qui t'a volé une place. Alors tu veux la voler à une autre ?» Elle tendit la main à sa sœur. « On ne choisit pas d'où on vient. Mais on peut choisir qui on devient. Reviens avec moi. Ou bien, choisis cette vengeance. Ce vide. » Luna regarda la boîte. Puis sa sœur. Puis, elle jeta la clé par terre. « Je choisis nous. » Maëlys hurla. « Non. Tu ne comprends pas. Tu renies ton sang. » Luna s'approcha d'elle. « Je le reconnais. Je l'honorais. Mais je refuse qu'il me détruise. Et surtout, qu'il détruise ma sœur. » Maëlys tomba à genoux, vaincue. Elle avait cru semer la division. Mais elle avait réveillé un lien plus fort que le sang. Quelques heures plus tard, Elina et Luna rentrèrent au manoir. Léon les attendait sur le perron. Il les regarda, puis s'agenouilla. « Votre mère serait fière de vous. » Mathieu les prit toutes les deux dans ses bras. « À partir de maintenant, plus personne ne vous séparera. Ni le sang, ni le mensonge, ni l'héritage. »
Et les jumelles se regardèrent, plus unies que jamais. Ce que nous choisissons d'être. 2 ans plus tard. Le domaine de Clermont avait changé. Les tapis rouges poussiéreux avaient été retirés. Les murs, autrefois couverts de portraits d'hommes sévères, affichaient maintenant des dessins d'enfants, des photos de rire, de balançoires, de goûters d'anniversaire. Elina et Luna étaient devenues 2 jeunes adolescentes pleines de vie, mais différentes comme le jour et la nuit. Elina lisait toujours autant, passionnée par l'histoire et les lettres. Luna, elle, passait ses journées dans les serres du jardin, à s'occuper de fleurs rares. Un jour, Léon leur remit une enveloppe à chacune. C'est votre héritage. Ce que vous auriez pu recevoir. Des documents officiels, des titres, des comptes. Mais je vous propose autre chose. Il sortit une autre feuille, bien plus simple. Maison des enfants Clara Garnier, Fondation pour les orphelins oubliés. C'est vous qui déciderez. Ce que vous gardez. Ce que vous donnez. Ce que vous construisez. Les jumelles se regardèrent. Puis sourirent. Luna prit la main de sa sœur. On n'est pas devenu ce que le sang voulait. On est devenu ce qu'on a choisi. Elina ajouta. Et on choisira toujours ensemble. Maëlys, elle, avait disparu. On racontait qu'elle avait fui à l'étranger. D'autres disaient qu'elle vivait recluse, dans un monastère. Mais un jour, les filles reçurent une lettre, sans signature. Une phrase, simplement. Parfois, l'amour d'une sœur est la seule forme de lumière qu'un cœur brisé peut comprendre. Quant à Claire, elle termina sa peine. À sa sortie, personne ne l'attendait. Elle tenta de publier un livre sur sa vérité, mais plus personne n'écoutait. Le monde avait changé. Et les voix des enfants étaient devenues plus fortes que les mensonges des adultes. Un soir d'été, dans le jardin, Elina et Luna s'assirent côte à côte sur le vieux banc en pierre. Celui de leur mère. Le soleil descendait lentement. Tu te souviens, dit Luna, quand tu m'as dit qu'on était un seul cœur. Oui, répondit Elina. Et ce sera toujours vrai. Elles se prirent dans les bras. Et le vent, doucement, porta au loin les derniers échos d'une histoire qu'on aurait pu croire tragique. Mais qui, à la fin, avait choisi l'amour. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.